Bonsoir à tous. Bonsoir Martin. Bienvenue aussi nombreux Hey. à FixMe pour cette présentation qui traite des langages de programmation. Et puis franchement, il n'y a pas beaucoup d'analogies ni de trolls. Mais c'est pas grave. Voilà, c'était juste pour troller et attirer du monde. Donc de quoi on va parler en fait? De pêle-mêle divers concepts dans le design des langages de programmation qui amènent en fait beaucoup de petites surprises dans certains langages qui finalement font les choses de manière surprenante. Et puis on va voir en fait ce que ça pose comme problème quand les langages font n'importe quoi. Donc on commence par les bases, les expressions. En fait, on va juste représenter un peu le compilateur, comment il comprend chacune de ces expressions. C'est en fait tout simple, hein. Généralement, on représente en forme d'arbre, l'arbre syntaxique. L'expression 1, elle va être toute seule. Ensuite, si on a 1 plus 2, on a 1, 2 qui sont joints en une opération plus. Et puis, si on multiplie par 3, on a la multiplication et on a une idée dans l'ordre dans lequel sont évaluées les feuilles de ce graphe au moment où l'implémentation du langage va exécuter ce calcul. J'ai pas compris. C'est 2 fois 3, c'est pas 1 plus 2 fois 3. Alors ça, c'est à la discrétion de celui qui fait le langage. En général, effectivement, il y a une précédence des opérateurs, donc le fois aura plus de priorité, et puis c'est pas du tout ça qu'on va représenter. Il y a des langages où c'est pas la même précédence. Au contraire, justement, là, c'est pas dans la plupart des langages, c'est pas la même précédence, ce qui fait qu'on va traiter le fois avec plus avec une précédence plus forte. Donc on a d'abord le 2 fois 3 et ensuite on le joint avec le plus et c'est tout. Si tu avais une question, c'est la même? C'était ça. Et oui, il y a des langages qui font pas ça tout simplement. Vous pouvez m'en citer? Qui vont tout simplement de gauche à droite et puis ils s'en foutent que le fois il faudrait le faire avant le plus et des choses comme ça. Bash. Bash, il n'a pas ça. Lisp, où la précédence elle est explicite. Lisp, il va rien deviner, il faut lui mettre les parenthèses partout. Il faut mettre beaucoup de parenthèses. Et c'est totalement explicite, et puis comme ça, il n'y a pas de confusion, pas d'erreur. Mais pas avec cette syntaxe-là, bien entendu. Ce sera avec plein de parenthèses insipides et stupides. Sinon, d'autres expressions où on a par exemple un appel de fonction f de x où on va sélectionner le membre d'un objet ou appeler une méthode sur un objet. C'est des choses assez courantes où on a cette même représentation. Et puis, sinon, il y a bien sûr plein de manières de dessiner exactement le même graphe pour le compilateur. Où il y a des langages où on peut écrire ça de plusieurs manières différentes. Il y en a qui permettent une seule manière. Et bien sûr, parmi toutes ces manières de faire, il y en a une qui est totalement supérieure et objectivement supérieure aux autres. Ça dépend en fait de votre interlocuteur. Lui, il en choisit une, vous en choisissez une autre, vous trollez, la discussion se passe bien. Sinon, une fois cette représentation en graphe, elle est pratique parce qu'après, on peut mettre cette représentation dans des variables. Et puis, donc, par exemple, on met le 1 dans une variable x, et puis après, on pourra l'utiliser plus loin. Ou l'appel de la méthode f sur l'expression a, en passant au paramètre x. Et puis, on peut décomposer ça. Par exemple, l'appel de f
on a l'argument, on a A d'un côté, ce qu'on va faire, c'est on va sélectionner F. Alors ça, il y a plusieurs manières de faire, hein. Une manière que font des langages dynamiques, F est juste un paramètre de plus, ça va être si on veut une string, ou ça sera vraiment F.F fait partie de l'opération qu'on fait sur A. Ça dépend de la représentation, mais ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, on appelle la méthode qui est résultante de ceci, qu'on va appeler Y, on va appeler F ici, et puis on va l'appeler avec X, qu'on appelle un apply, ou on appelle. Et puis on peut décomposer ça en deux, donc vous avez Z égale à F de X, en ayant défini F et le lookup de la méthode F dans A, et ensuite on l'appelle avec X. Et c'est totalement équivalent à faire Y égale A.F de X. Sauf, dans certains langages, où c'est pas du tout la même chose, de décomposer le lookup de F, puis l'appel de la méthode, ou de faire les deux ensemble. Il y a une énorme différence en JavaScript. Où ce que vous avez à la gauche du point, on appelle ça le receveur de la méthode. Et c'est ce qui va être interprété comme this à l'intérieur de la méthode. Et si vous faites A.F tout seul, vous obtenez la fonction qui va être appelée. Mais ensuite, quand vous appelez F, this n'est pas passé. Et ça, c'est très embêtant. C'est pour ça qu'il faut toujours faire un bind d'abord. Donc, si vous devez... Le bind this, il est dû à ça. Bon, je vais effacer à nouveau. Ça va être plus simple. Le fameux bind this qu'on oublie tout le temps de faire en JavaScript. Donc, on est obligé de faire f égale A.f. Donc, on va juste obtenir la fonction f. Et puis, on doit faire un bind de A pour être sûr qu'au moment où on appelle f, à l'intérieur de cette fonction, this, ça prend bien A. Sinon, this, ça prend l'objet global au moment de l'appel. Et c'est très différent que de faire A.f de x, où vous avez en fait deux en un, le lookup de f et l'appel en passant A comme premier argument. Pour ceux qui ont l'habitude de faire du Python, il y a self. Mais Python fait ça correctement. En Python, si vous décomposez A.f, vous avez une fonction où le self est déjà incorporé dans cette référence à la fonction. Donc au moment où vous ajoutez des paramètres, donc c'est pas la même chose de faire le nom de la classe .f que de faire le nom de l'instance .f, alors qu'en JavaScript, c'est exactement la même chose qui pose problème pour passer le this plus loin. Tu veux tester ça sur Python? Alors, ensuite, le flux de contrôle. Vous avez probablement vu ce genre de choses. Comment ça s'appelle en fait? C'est pas des expressions. C'est quoi la différence entre une expression et ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça a d'intrinsèque une expression? En fait, une expression a une valeur. Au moment de l'exécution, il y a un résultat de l'expression. C'est quoi le résultat, la valeur résultante d'une boucle while? Ça dépend du langage. Hein? Une exception potentiellement? Potentiellement, ça peut terminer par une exception. Mais est-ce que tu peux faire x égale while quelque chose? Pas vraiment. En fait, la quasi-totalité des langages ne te permettent pas de faire ça. Pourquoi? Parce que while, c'est un statement. Toutes les expressions sont des statements, mais les statements ne sont pas forcément des expressions.
Ça pourrait pas valoir null du coup? Enfin, rien, Null, unit, void. Si tu as fait du C, void. Totalement. Il y a différentes manières d'appeler ça. Mais il y a des langages qui essayent beaucoup plus que tous qui est au maximum d'expressions et très peu de statements. Et d'autres langages pour lesquels, par exemple, un simple switch, on aimerait bien que le switch, on puisse l'assigner une valeur. Ce serait quand même pratique de pouvoir dire x égale à switch quelque chose. Switch de y. Et puis, si c'est 1, ben, x prendra une valeur. Si c'est 2, x prendra une autre valeur. Il y a des langages qui te permettent ça, mais ceux qui ont pris comment? Au camel, je sais pas. Mais en gros, tout ce qui est presque inventé aujourd'hui, ils ont un switch qui produit une valeur. Ça fait sens. Pour le while, pour les boucles, ça fait beaucoup moins de sens. Pour le if, ça fait totalement sens. Pourquoi tu ne peux pas faire y égale à if x égale à 0, ben je veux moins 1, et puis sinon, y prendra la valeur 2. C'est égal, 40. Mais tu dois swapper. Tu dois swapper. Tu dois mettre le if après ton. Ah oui. Y égale moins Ça, c'est hérité du Perl. Y égale 0, L2. Oui. Oui, tu mets d'abord la valeur si la condition, sinon 2. Et puis en fait, ça c'est la même chose que l'opérateur ternaire en C. X égale à 0. Sauf que il est beaucoup moins lisible. C'est lisible sur le stream, cette taille-là? Je ne sais pas. Il n'y a personne. Ils se plaindront plus tard. Je sais Non. pas si on t'entend par exemple sur la vidéo. Ça avait l'air de marcher quand on a essayé avant. On te met en stéréo. Comment? En interposition. Mais enfin, sans reste, mais On te met en stéréo. il y a plus d'en bas, je crois que c'est dans le bas. Ouais, une petite musique d'ascenseur. Stéréo. Je ne sais pas laquelle c'est, je les mets toutes. C'est bon. On devrait être en stéréo. Mais t'as coché Don't mix to mono, hein, ça disait. Ouais, ils ont. Le mono est. Il veut dire stéréo. Le mono est diffusé sur les deux canaux. Sinon, Ok. on t'entendait qu'à gauche, je crois. Ah, d'accord. Ok. Ensuite, les boucles infinies, ça vous a jamais embêté de devoir mettre while true? Oui. Ensuite, faire un début de boucle, tester s'il faut sortir de la boucle, et puis fin de Il y a boucle. les books forever. Book forever, voilà. C'est pour ça qu'il y a des doubles blablabla, while En 0. Qt, tu peux écrire Ou forever. bien de ne pas pouvoir écrire unless. C'est tout con, pourquoi tu dois foutre de la négation? En plus, la négation, elle a moins de précédence que certaines expressions, du coup tu dois ajouter des parenthèses, c'est la merde. Mais il y a des langages qui te permettent d'écrire ça. Mais en fait, pour généraliser, pourquoi tu ne peux pas écrire tes propres structures de contrôle? Parce que finalement, if, c'est juste une fonction qui prend un booléen, qui prend ensuite un truc, et puis qui évalue le truc seulement si c'est vrai. Et il y a des langages qui te permettent de faire ça. Mais en fait, on peut comprendre ce qui vient après le if, le bloc. On peut appeler ça un bloc. C'est un peu comme une fonction qui ne prend pas d'argument. Tu vas pouvoir l'appeler, et puis ça va te retourner une valeur, ce qui est pratique. Et si la syntaxe du langage te le permet, tu peux écrire ta propre structure de contrôle. Tu peux écrire unless, tu peux écrire loop. On va appeler la fonction continuellement jusqu'à ce qu'elle retourne une valeur qui veut dire qu'il faut arrêter de l'appeler. Donc c'est quand même un concept qui est dans tous les langages de programmation, le bloc, mais tu ne peux pas le passer. C'est juste une limitation arbitraire que des instances supérieures ont décidé d'imposer aux programmeurs. Et c'est dommage.
Mais il y a d'autres langages qui permettent d'écrire ce genre de fonction. Kotlin, en tout cas, dans lequel un bloc qui s'écrit exactement comme ça avec des accolades, c'est une fonction qui ne prend pas d'argument. Donc la fonction qui va recevoir ce bloc, elle peut choisir de l'appeler, pas une, deux fois, autant de fois qu'elle veut. Scala, si je me souviens bien, ou Scala, tous les arguments, on peut dire qu'ils sont lazy. Donc l'appelant ne va pas évaluer l'argument, il ne va pas calculer le résultat de l'argument, il va passer une fonction que la méthode qui le reçoit peut appeler si elle le veut ou pas. Et ça permet d'avoir une certaine flexibilité. Ensuite, Ça augmente la visibilité. est-ce que ça... Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière? Ouais. Clic. Merci. Finalement, ça dépend surtout, en fait, de qu'est-ce que tu veux exprimer dans le programme. Parce que tout ce que tu fais en programmant, c'est vraiment t'exprimer. Et puis, si un while true, pourquoi tu dois mettre true? Quelle est l'intention du true, enfin du programmeur quand il écrit while true? C'est pas forcément évident, mais c'est un cas un peu bête. Hein. Mais le unless aussi, pourquoi je dois mettre sinon plutôt que à moins que? C'est une finesse de langage tout simplement. Ça rend la lecture plus agréable, puis à la fin, les programmes sont faits pour être lus surtout. N'hésitez pas, hein, si vous voulez troller. Non, mais il y a manière à. On pourrait arguer que les programmes sont pas faits pour être vus, mais pour être obfusqués. Obfusqué, oui. Parce que définir Question son de point propre de vue. structure de contrôle, c'est définir des trucs que d'autres programmeurs ne vont pas reconnaître du premier coup. Absolument. Du coup, il y a moyen de se faire plaisir. C'est comme pour inventer ses opérateurs ou des choses comme ça. Scala. Mais aussi, c'est pas pour éviter goto, parce qu'on a après break, on peut sortir la boucle. Avant, c'était juste pour, je pense après, le problème avec le goto, on a créé ce genre de boucle, et après on peut faire un break de boucle. Oui, mais le problème, c'est qu'on s'est arrêté à l'ensemble des structures de contrôle qui ont été mises dans le langage C. Et puis on n'est pas allé chercher plus loin. Hein. Mais finalement, il y en a plein qui sont pratiques. Tout ça, le but, c'était d'éviter le goto. Mais on s'est arrêté là. Alors que, malheureusement, on peut aller chercher d'autres trucs sympas. Les fonctions, ça vous dit quelque chose, le currying? Donc c'est quand vous avez l'exemple du dessus, vous avez une fonction qui prend 2 arguments. Et puis j'ai éludé le corps de la fonction. Et en dessous, vous avez un truc qui est totalement équivalent. C'est une fonction qui prend un premier argument, qui va retourner une fonction qui prend le deuxième argument. Et puis, c'est exactement la même chose. Il paraît que ça a une utilité dans certains imaginaires de puristes. Mais finalement, on voit aussi le concept en général, dans tous les langages presque, c'est qu'une fonction, ça prend un ensemble d'arguments et ça retourne un résultat. Et puis il y a quand même une antisymétrie là-dedans, où finalement, pourquoi on ne peut pas renvoyer plusieurs résultats, et puis pourquoi toujours plusieurs arguments, ou même quand on n'en a qu'un, on va considérer que c'est une sorte d'ensemble qui est composé d'un seul élément. Et il y a cette asymétrie. Finalement, il y a plein de langages qui la font exactement comme ça, alors qu'il y en a d'autres qui font la variante où on prend un seul argument. Et puis cet argument, ça peut être un tuple, on appelle ça, une paire ou un triplet ou des trucs comme ça. Une liste, c'est égal. C'est être un ensemble, un set. Oui. Du coup, ça prend pas un ensemble d'arguments, mais ça peut prendre un argument qui lui-même est un ensemble.
Exactement. En général, on va appeler surtout le truc là un tuple. Et puis il y a plein de langages en fait où les tuples se définissent exactement comme ça. Avec ouvrir une parenthèse, ça crée un tuple. Et donc c'est un ensemble de valeurs hétérogènes. C'est comme une liste, mais on connaît statiquement sa taille. Et puis elle est hétérogène, donc chacun des éléments peut avoir un type différent qui est défini statiquement en général. Pour autant que le langage soit statique. Ça, on verra un peu plus loin. Mais justement, les langages qui s'expriment avec un seul argument, comme Haskell, ou surtout la manière d'écrire normalement, c'est un argument retourne une fonction à un autre argument, ils n'ont pas cette inélégance d'avoir toujours plusieurs arguments, un seul résultat. C'est vraiment un pour un, et à la limite, on enchaîne. Ensuite, le deuxième truc intéressant avec les fonctions, c'est surtout avec les méthodes en fait, c'est le dispatch. Donc on a vu avant le problème du JavaScript qui fait quelque chose de bizarre quand on sélectionne une méthode sur un objet. Mais en fait, appeler la méthode f sur l'expression a, c'est équivalent à appeler une fonction f qui prend directement a et b, pour autant qu'on sache quelle fonction f on doit appeler. Et en fait, on se limite à aller chercher le f qui correspond, la fonction à appeler, uniquement en regardant le premier argument. Et ça, c'est un peu bête, parce que pourquoi on ne pourrait pas aussi faire le dispatch avec la totalité des arguments? C'est ce que C'est ce que fait Smally. C'est ce que fait? Smally. Je sais pas, je connais pas. Quel langage fait ça? Dylan. Donc on appelle ça le multidispatch. En orienté objet, en général, on a le pattern des visiteurs. Vous avez dû voir ça. Mais en fait, c'est juste un moyen très contorsionné de pouvoir dispatcher sur deux arguments, l'élément qu'on visite et le visiteur. Et on va appeler la bonne fonction qui correspond à ces deux éléments. Donc on va appeler l'élément, on va se passer soi-même, et puis l'élément il va appeler la bonne méthode du visiteur. Et puis c'est ça qui va aboutir à ce double dispatch. Mais il y a d'autres langages comme le command Lisp, lui, il peut faire du dispatch sur autant d'arguments que vous voulez. Donc il va regarder les types de tous les arguments, et puis il va appeler la fonction qui porte ce nom-là, qui est la plus précise en fonction du type d'argument. Et il y a très peu de langages qui font ça parce que, en général, l'implémentation est compliquée, alors que dispatcher juste sur le premier argument, ça c'est très simple, avec une table de méthodes virtuelles. Mais bon, ça c'est des détails d'implémentation. On s'en fiche un peu pour la puissance d'expression. Ensuite, les types. Les types en programmation, ça représente quoi le type d'une expression pour vous? Des canards. Tant que ça fait le bon bruit, c'est le bon type. La structure de données qui est... Ouais, c'est une structure de données. Un type, ça peut représenter une structure de données, totalement. Mais c'est aussi... un parallèle qu'on fait souvent, c'est ça représente l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable qui a ce type, par exemple. Si tu as une variable de type si tu as le type des entiers, c'est l'ensemble de tous les nombres qui vont de min int jusqu'à 0 jusqu'à plus l'infini. Tu peux les énumérer, ces ensembles. Et généralement, tu es limité à ces énumérations-là dans les langages de programmation. Tu ne peux pas dire finalement je veux une variable qui puisse prendre que telle valeur et telle valeur. C'est aussi un ensemble, mais le langage ne te le permet pas de l'exprimer. Alors que
le plus bête, c'est que par derrière, le compilateur, lui, il va le faire parce qu'il en a besoin pour ses optimisations. Il va voir qu'en fait, telle variable, elle ne peut pas prendre n'importe quel entier, mais elle va prendre que des valeurs positives. Alors, du coup, ce test-là, on peut l'éliminer. Il va faire plein de choses comme ça. Il a toutes ces informations, mais dans l'aspect du langage, on reste le plus général possible. Donc, si vous avez l'expression une, comme là, elle aura le type entier, et plus tard, au moment d'être utilisé, ben, on va supposer que ça peut être n'importe quel entier, même si on sait pertinemment que ça peut prendre que 1 comme valeur. Donc il y a d'autres langages qui sont beaucoup plus précis que ça, où quand vous avez un littéral, son type, c'est l'ensemble qui contient que lui-même, et pas un ensemble qui contient... Qu'en est-il des choses comme l'ADA, où on peut définir des types entiers qui sont une intervalle? Absolument, tu peux exactement définir le range que tu veux en ADA, et c'est vachement pratique, c'est super explicite. Bah oui. Enfin bon, on n'a pas tous été torturés chez Boeing. Mais sinon, il y a des trucs bêtes dans les types. 1 sur 2, ça vaut quoi? C'est quel type de résultat? C'est un fractionnaire. Fractionnaire, ouais. Ça peut être en entier, on sait. On sait, ce sera un entier. Un fractionnaire, dans quel langage? En français. En JavaScript, c'est pas d'entier. Ce sera un number en JavaScript. En JavaScript, ouais, c'est du float à gauche, du float à droite. Le résultat, c'est du float. Enfin, double. Dans le langage algébrique des calculatrices Texas Instruments, t'as un truc de ce style, en tout cas, je sais plus comment ça s'appelle. Rationnel. Rationnel. Peut-être. Un nombre rationnel. Je suis sûr que t'as même des langages qui gueulent parce que tu essaies de diviser un entier. Non? C'est possible. Disons tu que dois ça être vaut explicite. zéro, quoi, clairement. Clairement. Ça vaut un demi. Ça vaut 0,5. Ça vaut Ça vaut false. false. Un tableau vide. Ouais, ça vaut. Ouais, en plus, si c'était pas une puissance de 2, ça vaudrait un truc bizarre, arrondi. Ou, il y a Smalltalk qui traite ça vraiment comme un nombre rationnel. Et puis, plus loin, si vous l'additionnez à un entier, il va simplifier la fraction, des choses comme ça. Donc si t'as un tiers par exemple et Smalltalk qui te garde toute la précision du... Il va te garder la structure 1 et 3 séparément. Le nominateur et dénominateur séparément. Enfin, c'est sa représentation. Et puis après, c'est au moment où tu veux transformer ça en float ou au moment où tu veux l'afficher, c'est à ce moment-là qu'il fait une partie du calcul. Mais qu'il a plusieurs types de nombres. Oui, mais ça nous permet de garder plus de précision. Oui. Mais il n'y a pas forcément tous les types de calculs qui peuvent être simplifiés. Donc, des fois, ça peut construire une expression entière avant que le programmeur décide de la projeter dans un type ou un autre. Sinon, il y a d'autres types d'expressions. On a vu, donc ça c'est équivalent logiquement, c'est une manière de choisir en fonction du booléen une valeur ou une autre. Mais si on a true et une string de l'autre côté, c'est quoi le type résultant de ce if, vu qu'il peut prendre les deux valeurs? Pas d'idée. Any, il y a des langages qui choisissent donc de prendre le supertype commun des deux expressions. Et il y a d'autres langages qui choisissent de faire l'union. Donc on a vu qu'on a des ensembles, on peut faire l'union des deux ensembles. Alors le type résultant de ça, c'est booléen, union, string. Qu'on va souvent représenter par un ou. Quel langage a des unions si longs? C. Oui, absolument. Mais C ne va pas te transformer ça en une union, tu dois être explicite. Ah, mais C, j'ai pas servi, effectivement.
Des macros. explicitement. Bah déjà, oui, c'est gérer le unless à l'aide de macros de manière fabuleusement. Mais là, donc, le compilateur, il te construit un type qui va être l'union. Et après, à toi de discriminer avec un switch. Alors, si j'ai affaire à telle valeur ou pas. Et c'est vachement pratique. Un RTE. C'est vachement pratique si tu veux représenter un arbre syntaxique où tu n'as pas envie d'avoir un nœud pour les booles, un nœud pour les strings, un nœud pour les opérations. Tu as un nœud pour les opérations et puis tu as des booles, des strings ou une op. Et ça, c'est le type de ton arbre syntaxique. C'est vachement pratique. Mais il y a peu de langages qui te permettent de faire ça. Ensuite, d'autres choses que les langages font de bizarre avec les types, c'est la coercion. Donc, ils te transforment une expression d'un type en une valeur d'un autre type. Par exemple, tu soustrais le string 2 à l'entier 1. Ben, suivant le langage, ça ne marche pas. Le nombre de caractères ASCII. C'est vrai, il y en a qui vont te prendre le caractère ASCII, la valeur du caractère 2, ou il y en a qui te le parsent direct. Genre, Perl fait ça, non? Je sais plus. Bash, oui, oui. En scripting. Oui, en scripting, c'est... c'est- Ou ben, tout simplement la conversion de entier en float avec le perte de possible. Ben, tu as un entier à gauche, tu divises par un float à droite, ton entier il est transformé en float. Et potentiellement, ben, ton entier il ne rentrait pas dans le float, tu as intérêt à avoir plus de... pas utiliser trop de bits, ce genre de choses. Parce que, à nouveau, il se limite arbitrairement à une taille pour les entiers, une taille pour les floats et ce genre de choses. Alors que généralement, tu n'as pas besoin de ces limites, sauf si tu entres dans des calculs de haute performance ou des cochonneries comme ça. Mais finalement, ça a beaucoup d'avantages de faire ce genre de coercion où on a des valeurs potentiellement qui sont transformées pas comme on veut. Déjà, ça génère des CVE. C'est vachement intéressant. Ça rapporte de l'argent à une certaine industrie. Et puis, peut-être aussi que c'est une valeur expressive intéressante, mais ça reste à découvrir. Il y a des warnings qui essaient d'attraper, mais dans le cas général, on peut pas tout flaguer. Le polymorphisme, c'est quand une chose peut avoir plusieurs formes. Donc typiquement, le premier exemple de polymorphisme, c'est le polymorphisme ad hoc. C'est quand on peut surcharger une fonction, tout bêtement. Vous avez la même fonction, suivant avec quels arguments vous l'appelez, ça va appeler une fonction ou l'autre, mais elles ont toutes le même nom. Ça a une certaine utilité, mais finalement, il y a des langages qui interdisent la surcharge et à la place, qui vous laissent exprimer la dernière fonction, qui est finalement équivalente à l'autre. Et si vous avez vraiment des choses très différentes à faire en fonction des arguments, il faut peut-être vous demander pourquoi toutes ces fonctions, vous leur mettez le même nom. Donc ça, c'est la première forme de polymorphisme. Deuxième forme de ad hoc, ou la surcharge. Deuxième forme de polymorphisme, c'est le polymorphisme... j'ai oublié le nom. Paramétrique. Voilà. C'est quand vous avez, par exemple, typiquement les conteneurs sont en général polymorphiques. Vous avez une classe map, elle est polymorphique parce qu'elle peut fonctionner avec différents types à l'intérieur, différents types de clés, différents types de valeurs. On appelle ça les génériques dans les langages orientés objets. Hein. C'est bien connu. Donc en Java, vous avez des génériques. Le deuxième exemple, c'est en Go. Vous avez des génériques en Go.
Donc vous déclarez une map dont les clés sont des strings et le contenu c'est des int. Donc Go qui est bien connu pour ces génériques que le programmeur ne peut pas utiliser en fait. Il n'y a que map, les tableaux, les slices et je ne sais plus quoi d'autre qui sont génériques, mais le programmeur ne peut pas déclarer ses propres types génériques. Parce que les instances supérieures ont décidé que c'était quelque chose de réservé. Et en Java, les génériques sont un mensonge. Oui, ils sont effacés plus tard Voilà. et la machine virtuelle ne les voit pas. Mais ça, c'est un détail d'implémentation qui a une incidence sur le langage, hein, mais Et une incidence sur les choses qu'on peut faire avec les génériques en Java. oui, ben, typiquement, on ne peut pas surcharger sur différentes formes d'arguments. Je Ça, me c'est souviens pour du monde de qu'il C++, est où, mais par exemple, en Java, il y a des moyens de dire bah, ça c'est une map générique, mais de ne pas donner le contenu du générique, dans le sens de ne pas donner les types qui sont à l'intérieur de la map, Mhm. pour essayer d'avoir un super type vis-à-vis de la map. Et comme ça, on peut rapidement transformer une map entre des strings et des integers en une map entre un float et un double. Parce qu'en fait, la généricité en Java, c'est nous. On peut faire ce qu'on veut avec, c'est juste du sucre syntaxique. Et on croise les doigts pour pas... Oui, mais après, ça pète dès que tu essaies de mettre ou enlever. C'est ça. Enfin, pas quand tu essaies de mettre, parce que le map, il s'en fout, mais dès que tu essaies d'enlever, ça te pète à la gueule parce qu'il y avait dans ta map autre chose que Voilà. ce que tu imaginais. Du coup, c'est un mensonge. Mais on verra ça. Mais même en C dièse, c'est un mensonge dans les tableaux. On verra ça plus loin. Donc ça, c'est le polymorphisme structurel ou les génériques dans l'orienté objet. Et la troisième forme, c'est le sous-typage, qui est une forme de polymorphisme. Donc partout où vous avez une variable d'un supertype, vous pouvez mettre dedans une valeur d'un sous-type quelconque. Donc si on a le deuxième exemple, entier c'est un sous-type de rationnel, et rationnel c'est un sous-type de réel. Donc ça c'est la notion mathématique de ces types. Donc on suppose qu'il n'y a pas de différence de précision, des conneries comme ça. Donc si vous avez une variable de type rationnel, vous pouvez mettre un entier dedans. Parce que tout entier est aussi un rationnel. C'est juste un rationnel particulier où le dénominateur c'est toujours 1. Sinon, il y a plein de langages qui ont ce qu'on appelle un type sommet, Object en Java ou Any dans d'autres langages, peu importe, qui est le supertype de tous les autres types. Et puis, il y a aussi dans plein de langages un type sol, bottom, qui est par exemple nul. Dans plein de langages où il y a des références, nul est un sous-type de tous les autres types. Et ça, c'est l'inventeur qui s'est dit « Ah, mais finalement, tous les pointeurs peuvent prendre la valeur 0 ». En fait, il a découvert que beaucoup d'années plus tard que c'était une énorme erreur de faire ça. Ça a provoqué énormément de bugs dans énormément de programmes. En fait, le problème conceptuellement, c'est que nul, ce sous-type, il n'est pas vide. Donc il y a une valeur, qui est le nul, le pointeur 0 en C++ ou autre, qui peut se faire passer comme une valeur pour n'importe quel autre type. Exit success, Exit success. ça vaut nul. Ok. Et donc il y a des langages récents qui ont pallié à ce problème en fait en décidant que le type qui est tout en bas en fait il n'est pas habité, c'est un ensemble vide et il n'y a pas moyen de construire une valeur qui peut se faire passer pour n'importe quel autre type. Donc à la place ils ont fait un héritage différent où on a le any qui est toujours au-dessus, on a tous les objets
d'un côté, et puis le type nul qui est à côté. Donc nul est un type qui a une valeur nulle, mais on ne peut pas le faire passer pour un objet. Et il y a un type bottom qui est nothing, qui est sous-type de tout, d'ailleurs même de nul, mais qui est vide. Vous ne pouvez pas construire. C'est utile de pouvoir le représenter dans les types, mais vous êtes sûr que si une expression elle est de type nothing, le seul moyen pour qu'elle retourne, c'est par une exception. Il n'y aura jamais une valeur qui va... Et quel langage qui est comme ça? Ce qu'il y a là, c'est le cas ou pas? Ça, c'est exactement le schéma d'héritage de Ceylon. De Ceylon. C'est un langage JVM qui compile aussi en JavaScript. Tu peux comparer nothing à nul? Tu ne peux pas le comparer. Il n'y a pas de valeur. En plus, ce serait une comparaison qui est fausse. Statiquement, tu sais qu'elle est fausse parce qu'il n'y a pas de valeur possible. Le compilateur va dire non, il est toujours fausse ta comparaison. Mais du coup, si tu veux représenter une valeur qui est potentiellement nulle, tu auras un type genre string, parce que ce langage supporte les unions, ou nul. Donc c'est une variable qui est soit string, soit nul, ou abrégé, string, point d'interrogation. String, point d'interrogation, c'est aussi utilisé dans d'autres langages, où vous ajoutez point d'interrogation, ça veut dire que ça peut être nul. Et sinon, par défaut, ça ne peut pas être nul. Il y a beaucoup de langages qui appellent ça les options aussi. Les options. Donc, il y a différentes manières de faire les options. Il y a des langages qui s'embêtent à faire les options en wrappant le résultat dans un type option, et d'autres qui utilisent les unions. Donc c'est ça ou nul. Et ça, du coup, cette représentation, elle existe qu'à la compilation. Et à l'exécution, c'est optimisé avec pointeur 0, etc. C'est une différente manière de faire. Et puis, dernier exemple de sous-typage, c'est en bas. Vous avez un type qui a un élément x de type int, et puis finalement vous pouvez l'hériter en ajoutant un élément y, ça reste un sous-type. Et là, ces types-là, ils n'ont pas de nom. En fait, on appelle ça du sous-typage structurel, où c'est juste par la structure que le schéma d'héritage il se fait, il est implicite. Typiquement, les interfaces en Go, ça marche comme ça. Donc vous déclarez une interface qui a un certain nombre d'éléments, de fonctions qui ont des types, et puis si vous sous-classez l'interface, vous pouvez ajouter des choses, mais on s'en fiche du nom finalement. Vous n'êtes pas obligé de hériter explicitement de cette interface tant que vous avez ces membres-là, votre type, il satisfait l'interface. Donc c'est uniquement par la structure qu'on a du sous-typage qui se crée. Ensuite, il y a un petit détail. Quand on combine les sous-types avec les génériques, ça pose des petits problèmes que différents langages ont choisi de solutionner différemment. Donc, les tableaux, dans plein de langages, c'est un type générique. Donc vous avez soit des tableaux de strings, soit des tableaux d'entiers, ou que sais-je, ou des tableaux d'objets, donc le supertype. Et puis, si vous avez un tableau de string, vous pouvez l'assigner à une variable qui est un tableau d'objets. Donc dans ces langages-là, si vous avez string qui est sous-type de objet, on y arrive. Objet. Alors, par les règles du langage, un tableau de string, c'est un sous-type de tableau d'objet. Alors, on va mettre un petit C.
C'est con, hein? En fait, ça vous paraît normal? Parce que finalement, si on sort une valeur qui est stockée dans Y, ben c'est un objet, vu que c'est un string. Imaginons que tu sortes, que tu retournes Y. Tu as perdu X, il est hors du scope. Est-ce que si tu appelles une méthode string à un objet de Y, il a toujours Si tu appelles, la mémoire qu'il est aussi un string? mémoire, tout ça, c'est des détails d'implémentation. Non, est-ce qu'il se rappelle, est-ce que si par exemple, si on prend que Y et qu'on regarde pas le reste du code, est-ce qu'après Y, il se rappelle qu'un jour dans une autre vie, il était une string? Alors ça dépend du langage. Mais dans JVM et .NET, oui, il s'en souvient. Ok. En Java, c'est le cas. Alors, problème, c'est que si tu mets une valeur dans Y, qui n'est pas un string, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, si tu essaies de la sortir de X, ça marche? C'est la liberté Si tu d'implémentation. ajoutes autre chose, si tu ajoutes un autre object à Y, ça va pas poser de problème. Si Juste tu que mets dans Y un float, Tu peux. alors dans quel langage tu peux? souhaites en faire. Dans quel langage tu peux? Tel que X, par exemple. Mais en Java même. En Java, tu peux pas. En Java, si tu le fais, le compilateur, il se plaint pas. Tu auras une exception dès que tu essayes de stocker. Parce qu'il se souvient que, que Y, en fait, pointe vers un tableau de string. Ça, il le sait. Enfin, il le sait à l'exécution. Et puis, au moment où tu essayes de stocker dedans, il va te faire un class cast, je sais plus trop. Shape mismatch. Ouais, je sais plus. Mais si c'était un vector, ou plutôt en Java, ce serait un array list, là, il ne se plaindrait pas. Par contre, si tu as toujours une référence à X et que tu essayes de sortir un élément de X, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui a stocké un truc qui n'est pas une string dans l'array list, là, ça te pète à la gueule au moment où tu essaies d'en extraire une string parce que ça essaie de typecaster ça en une string et ça merde. En fait, c'est une grosse erreur de conception de permettre ceci parce que, en fait, un tableau string, n'est pas un tableau d'objets. À cause du fait qu'on peut mettre dedans. C'est une erreur dans le système de type. Une erreur qu'a fait C# aussi, enfin .NET. Et puis, en fait, ce serait valide si le tableau était en lecture seule. En lecture seule, ça tient cette relation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis. Voilà. Donc le principe en général, c'est si vous avez une interface qui a une méthode generate qui retourne un rationnel, vous pouvez implémenter cette interface et overrider la méthode generate et donner un type qui est plus précis. Donc, si vous avez... on va passer... Oui. Vous avez la fonction generate. Donc, vous mettez dans une variable x de type rationnel et vous lui assignez le résultat de generate. Generate, c'est même si ça vous retourne un entier, ça marche. Vous ne savez pas à quel generate vous avez affaire, si c'est au super generate ou à l'override, mais ça ne change rien parce que un integer, c'est un sous-type de rational. Donc, on dit que dans ce cas-là, c'est covariant parce que le type de résultat, il peut être plus spécifique. Dans ce schéma, on sait que on va mettre rational en milieu, les réels en haut et les entiers en bas. Et donc la fonction qui génère des rationnels, c'est un sous-type de celle qui génère des reals et celle qui génère des entiers. Donc si
conceptuellement, les flèches, elles vont dans le même sens, hein. On dit que c'est covariant. Et par contre, si vous avez une fonction qui consomme, donc qui reçoit un argument de type rationnel, elle est un sous-type. Donc si vous écrivez une fonction qui doit, d'après l'aspect, doit recevoir un rationnel, vous pouvez, au moment où vous l'implémentez, conceptuellement, accepter plus que des rationnels, un type plus large, donc un supertype. Ouais, c'est contravariant dans le zéro. Donc au moment de l'hérité, vous l'avez alors. Ok. Rationnel. Real. Real, pardon. Et real. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la contravariance. Et en bas, c'est int. Oui, merci. Je commence à fatiguer. Donc une interface qui reçoit, qui a des méthodes qui reçoivent une variable, tu peux les overrider avec une qui reçoit un type plus général, un supertype. Donc dans l'ordre d'héritage, c'est celle-ci qui hérite de celle-là, alors que c'est ce type-là qui hérite de celui-là. Les flèches vont dans le sens opposé, c'est contravariant dans les arguments et covariant dans les types de résultats. C'est comme ça que marche la variance des fonctions. Et ben, si tu considères ça, quand on regarde l'exemple avec les conteneurs, un tableau ou une ArrayList, en fait, une ArrayList, tu peux obtenir, si tu as une ArrayList de rationnel, tu peux la traiter comme si c'était une ArrayList de laquelle tu vas pouvoir sortir des réels. Parce que tout ce que tu sors, c'est un rationnel, donc c'est aussi un réel. Et une ArrayList dans laquelle tu peux stocker des rationnels, dans laquelle on va pouvoir mettre des rationnels, mais pas forcément les sortir, hein, tu peux la considérer comme une ArrayList dans laquelle tu peux mettre des entiers. Parce que tout entier, c'est un rationnel. Donc ça dépend de ce que tu mets, de ce que tu sors. La variance, c'est aussi un truc, donc on a vu, c'est pas fait correctement pour les tableaux en .NET et sur la JVM. Et ça, c'est une erreur assez embêtante. Du coup, en fait, si on a affaire à une interface dans laquelle on peut à la fois mettre et enlever, on va dire qu'elle est invariante. Et il ne devrait pas y avoir la relation d'héritage entre tableau de string et tableau d'objet. Ça doit être des types distincts. Mais malheureusement, ils ont décidé de faire cette erreur. Et c'est pour ça en fait que les langages récemment, ils séparent les interfaces entre la partie immutable du conteneur, donc toute la description de tout l'héritage, collection, liste, ArrayList, immutable, qui sont covariants, et toute la partie mutable, qui sont contravariants. Ou une structure de données dans laquelle on peut mettre des choses, mais on ne peut pas les enlever. Ou si on les enlève, on a le type le plus général possible. Ok. Un langage qui a fait ça faux aussi, de traiter dans l'héritage de faire les arguments de fonctions covariants au lieu de contravariants, c'était Dart dans la version 1, où ils ont fait l'erreur et du coup ils permettaient, quand on override une méthode dans un sous-type, de mettre un type d'argument qui était plus précis, ce qui posait problème, et puis finalement donner des erreurs à l'exécution plutôt qu'à la compilation. Enfin voilà. On pourrait pas arguer que c'est la responsabilité du programmeur Oui, bien sûr. de templater. De mettre les bits au bon endroit dans la mémoire et puis. De définir que ça pète. Autant faire du C. Oui.
Non. français. Oui, bien sûr. C'est toujours la faute au programmeur. À l'autre programmeur, surtout c'est ça. Ah oui, un autre qui a fait ça, faux, c'était Eiffel. Quand même le père de l'orienté, pas le père de l'orienté objet, mais enfin, ce serait Smalltalk, mais qui est quand même un des langages de référence en matière de l'histoire de l'orienté objet. En fait, a fait faux cette histoire de contravariance. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc l'idée en fait c'est que les designers de langage ils font plein d'erreurs comme ça. Il ne faut pas non plus se faire vendre n'importe quel langage. Ou les excuses souvent c'est que c'est trop compliqué à implémenter, mais on a vu en fait c'est des fonctionnalités qu'ils ont dans le langage mais qui ne permettent pas aux programmeurs de l'utiliser. Donc c'est des excuses bidons. Et puis finalement on peut trouver des défauts dans tous les langages. Donc quand on est d'humeur trollesque, il y a toujours quelque chose à dire. Par exemple, pour Trolego, il y avait le créateur. Une trollego c'est quand même taper sur un cheval mort, non? Il y avait le créateur de Null, enfin de Null ou de None, qui a appelé son erreur justement d'avoir créé l'erreur à 1 milliard de dollars, parce que justement ça coûtait des milliards de dollars. Et du coup, Go, qui est suffisamment récent, aussi permet n'importe quelle valeur d'être nil. Et du coup, la principale maladie de Go qu'on trouve un peu partout, c'est d'avoir des nil exception value quand on passe des nils à des fonctions qui ne gèrent pas les nils. Et du coup, ils ont fait une erreur vieille de 20 ans, voire plus, dans un langage qu'ils ont créé il y a 5-10 ans. Et voilà, c'est contrôlé. C'est Ouais. pas pour maintenir la backward compatibility. Mais Dart aussi c'est un langage. Dart c'est un langage récent et puis ils ont fait cette erreur qui est connue depuis longtemps, depuis Eiffel, qui date des années 70. Puis ma foi, il y en a qui ont de la peine à prendre, mais pour la version 2 ils ont corrigé ça Dart. Dans ce cas-là, t'as les nil, nul, nul minuscule, nothing, none, Unit. unit et unit. Ouais. Bon voilà. Merci. Je sais pas, vous avez d'autres questions, remarques, insultes? Les références. Les valeurs, Oui, si t'as un référence pool. on s'interdit d'être nil. Oui, C'est quoi la question? sauf que en C++. Et en Rust. Hein. Mais oui, ce schéma d'héritage que je vous ai montré dans Ceylan, c'est aussi une manière de corriger, interdire en fait que nul soit utilisé comme valeur pour n'importe quel type. C'est une manière d'éviter le problème. Finalement, pour toi, c'est quoi un type? C'est un canard, voilà. Un type, ça fait quack, puis ça marche comme ça. Du coup, si ça fait ça, c'est que c'est un type. Comment est-ce que tu détermines si effectivement ça fait ça? Mais tu essayes. Tu lui dis quack, et puis il va te répondre quack. Tu lui dis marche, et puis il va marcher, et puis tu regardes. Si c'est un canard, il va marcher comme ça. Si c'est quelqu'un qui essaye d'imiter un canard, il va marcher comme ça. C'est pas la même chose. Comment t'implémentes dans une machine de Turing un canard ou quelqu'un qui imite un canard? Le duct typing, ça serait peut-être plus clair pour les gens qui savent pas. Mais je peux te laisser. Non, mais j'ai bu de l'alcool. Le Moi duct aussi. typing, c'est si tu essaies d'appeler une méthode sur un machin et que c'est pas dans le dictionnaire des méthodes liées au machin, ça pète, non? Tu peux prendre le micro? Ou sinon je parle très fort dans sa direction. Ça marchera pas. C'est la deuxième fois que je viens, qu'est-ce que je fais? Toujours allumé? Il y a encore la petite lumière. Toujours allumé, il y a toujours la petite lumière. Du coup, le duct typing traduit littéralement en français les types canards. Ou le typage canard. C'est quelque chose qui vient un peu de l'expression que
Si ça fait le bruit d'un canard et que ça marche comme un canard, bah, ça doit être un canard. Du coup, je vais le traiter comme si c'était un canard. Comment ça se transpose dans le monde de la programmation? Je connais la même chose, mais avec des connards. Avec des connards, peut-être. C'est pas trop pas un canard. Mais par exemple, lorsqu'on va avoir un type voiture dans lequel on va avoir une méthode porte, par exemple pour ouvrir une porte, ou une méthode démarrer la voiture, une méthode avancer, c'est écrit forward, et une méthode s'arrêter par exemple. Ben, en fait, notre forme de voiture va être globalement un trou. Et si ailleurs on utilise par exemple que la méthode porte de la voiture, parce qu'on veut juste rentrer dans la voiture et prendre des choses et ressortir, ben en fait, si à la fin on produit un espèce de type qui effectivement a une porte à l'intérieur, mais n'apporte pas le reste de l'abstraction voiture, en fait, quand on va s'approcher de la voiture et qu'on va juste utiliser la fonction porte de la voiture, on va rentrer dans ce type qui n'est pas une voiture, on va utiliser ce type et après on va ressortir et on va juste pas avoir vu que c'était pas une vraie voiture. Et du coup, c'est un peu cette idée de dire, moi, je m'attends à un canard qui fait coin-coin, je m'attends à un type qui a une porte et que je peux ouvrir, prendre un truc à l'intérieur et ressortir. Et du coup, si à la fin de la journée, mon canard, au moment où je lui dis dis-moi coin et qu'il me dit coin et que moi je repars content avec un coin, ça tombe bien et j'en ai rien à faire du reste. Et c'est un peu le côté qu'est-ce que c'est un type? Un type, c'est un canard. C'est quand, par exemple, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Python ou même ailleurs. On ne va pas typer par exemple les arguments d'une fonction, on va juste lui passer quelque chose et ensuite cette fonction va l'utiliser d'une certaine manière et si la manière dont la fonction l'utilise est pertinente vis-à-vis du type qu'on lui a donné et que ça fonctionne, tant mieux ça fonctionne. Et par exemple si à un moment on a quelqu'un à qui on passe juste la porte, un type qui fonctionne comme une porte mais qui n'a pas le côté on va démarrer la voiture, on va avancer avec, on va s'arrêter plus tard. Cette personne, quand elle va essayer d'utiliser le fait de démarrer la voiture et d'avancer avec, comme à la fin on lui a juste donné un coffre-fort qui a juste la fonction porte, il va rentrer dans son coffre-fort, il va essayer de démarrer son coffre-fort, il va dire merde, mon canard il fait pas coin. Du coup ça marche pas. Et quand ça marche pas, ça explose, il y a une exception. Et ensuite, soit le programmeur, au fur et à mesure qu'il développe son programme, il se rend compte que c'est un peu con de passer des coffres-forts et essayer de les utiliser comme une voiture. Du coup, je vais essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à une voiture. Soit c'est l'utilisateur qui va se retrouver à essayer d'utiliser un programme et qui demain va avoir son programme qui explose et qui dit « Ouais, bon, là j'ai eu un coffre-fort, j'attendais une voiture, deal with it ». Et du coup, c'est un peu parfois étrange pour les utilisateurs, mais c'est des facilités de programmeurs parce qu'en fait, ça permet d'avoir un polymorphisme, une généricité qui est un peu implicite. Puisqu'à la fin, si j'ai écrit des méthodes qui fonctionnent pour conduire les voitures et que demain j'arrive à exprimer le fait de conduire un avion avec port, start, forward et end, et du coup, je peux prendre les choses qui arrivaient à conduire des voitures et demain leur faire conduire des avions, leur faire conduire des tracteurs. Et du coup, c'est vraiment la flemme. Et c'est pour ça que en Python, ils aiment beaucoup le duck typing parce que ça leur permet d'être flemmards. Et à la fin, ils font ouais, trop lolo, regardez, on est plus productif que vous. Même si à la fin, ils sont productifs en croisant les doigts avec des bonnes pratiques à essayer d'être corrects. Parce qu'on a des. Oui, ça se discute, on peut troller dessus. Mais à la fin, par exemple, il y a des gens qui ne maintiennent pas forcément des bonnes pratiques et qui font les choses un peu n'importe comment. Ça arrive, hein, parce que les programmeurs, il y en a de toutes les catégories. On n'a pas parlé du Global Interpreter Lock. Oui, le GIL, ça c'est autre chose, mais ils ont une solution, il paraît. Il paraît. Mais oui, il y a d'autres maladies dans Python. Moi, je connais une application que je pense que tout le monde connaît, c'est DTL, qui est un arbre. Là, j'aimerais bien savoir en quel langage c'est écrit. Ça fonctionne pas, en fait. Quoi Quelle application
Les applications natives ne sont pas des applications natives, mais juste des web views. Et après le backend, j'ai aucune idée, mais ils font faire ça par des stagiaires.